3, 2, 1... Salut tout le monde, comment ça va en ce samedi que vous avez choisi pour que l'on parte ensemble en mode coast to coast. Ouais, j'ai été assez surpris lundi dernier lors de vos votes sur Twitch. Alors que je m'attendais à ce que vous préfériez que je parle des playoffs ou des équipes en course, vous avez finalement privilégié les équipes éliminées, enfin une, à savoir les Clippers. Puis il est vrai qu'après leur élimination 4-1 au premier tour face aux Suns, il y a de réelles questions à se poser concernant la franchise californienne. Tout ça évidemment on va essayer de l'analyser de la façon la plus précise possible, alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Est-il temps de tout exploser chez les Los Angeles Clippers ? Pour commencer, parlons du contexte, sans trop non plus approfondir ce que vous connaissez déjà par cœur. Ce qui est sûr, c'est qu'après la période Lob City et une reconstruction entamée, le tournant est venu lors de l'été 2019, quand en quelques heures, l'équipe a fait venir Paul George via trade et Kawhi Leonard via la free agency. Fort de la future association de ces deux immenses stars, les Clips pouvaient à nouveau nourrir des ambitions de titre importantes. Problème, la première saison du duo, sous le même maillot, est particulière, parce qu'à cause de la pandémie, elle a dû se finir dans une bulle, à Orlando, à Disney World. Et alors que tous les voyants semblaient au vert pour faire un gros parcours, les Californiens virent leur aventure s'interrompre au deuxième tour face aux Nuggets, après avoir pourtant mené 3 victoires à 1 dans la série. Doc Rivers fut immédiatement remercié, très vite remplacé par un Tyronn Lue, son assistant, qui semblait idéal pour le poste. Saison suivante, rebelote, les Clippers se qualifient pour les playoffs, passent le premier tour et même le deuxième. Mais là le sort s'abat sur eux, dans la demi de conf remportée face à Utah, ils perdent Kawhi Leonard, sur blessure, les ligaments croisés, et ne peuvent finalement pas rivaliser en finale de conférence face aux Suns. 4-2, l'échec était réel, mais l'équipe progressait, prouvant qu'au complet, elle possédait tout de même un vrai potentiel. Mais les deux mots au complet sont super importants, car justement, depuis cette série face à Utah, ces Clippers n'ont jamais vu leur duo jouer à nouveau ensemble pendant une série de playoffs. Réputés comme un groupe résilient, les Californiens en 2022 accédèrent quand même au play-in, mais avec un Paul George qui ne put jouer que le premier match à la suite d'une saison tronquée et sans Kawhi Leonard. Elle est perdue à 2 reprises contre les Timberwolves puis contre les Pelicans, pas de playoffs donc pour les Clippers en 2022. Et comme l'a très bien annoncé le GM Lawrence Frank, après cette élimination, les blessures ça craint. Tu l'as dit, Bouffi. Ben ouais, rendez-vous compte, depuis l'arrivée de George et de Leonard dans la Cité des Anges, aucune campagne de playoff ne s'est déroulée normalement. En 2020, il a fallu jouer dans la bulle. En 2021, il a fallu se passer de Kawhi à partir du deuxième tour. En 2022, même pas de playoff, on vient d'en parler. À ce moment-là, Paul George n'avait pu jouer que 29 matchs de toute façon sur la saison régulière, et Kawhi Leonard, aucun. Définitivement, les blessures ça craint. Voilà pourquoi beaucoup de monde, moi y compris, pensait que cette saison pourrait et devrait même être celle de la rédemption pour les Clips. Kawhi paraissait remis, Paul George semblait revenir en forme, et sur le papier, la franchise californienne présentait un effectif incroyable à faire rougir le plus beau homard de la poissonnerie qui est en bas de ma rue. Good news, my delicious friend. You're going to be a free-range lobster. Et pourtant, encore une fois, la même histoire s'est répétée, en boucle. Malgré un Kawhi Leonard load managé toute la saison, Paul George s'est pété quelques semaines avant le début des playoffs, tandis que le Claw, lui, après 2 très bons matchs de post-season, se faisait à son tour le ménisque et ne reviendrait plus. Là, ce n'est même plus de la malchance, il faut aller chercher plus loin que ça. Russell Westbrook, arrivé en cours de saison, a eu beau essayer de faire tout son possible, contre ces Suns, là, ça n'a pas suffi. Les Clippers se faisaient sortir dès le premier tour, en 5 matchs, et aujourd'hui, il faut le dire, les ambitions de titre semblent quand même bien plus loin que ce qu'elles l'avaient été quelques années plus tôt. Franchement, même si les joueurs n'y peuvent rien, et que je n'ose même pas imaginer le somme qu'ils ont dû ressentir à chaque fois qu'ils se sont blessés, concernant cette team, évidemment que c'est décevant. Ces Clippers, pourtant si effrayants, depuis 4 ans sur le papier, n'y arrivent pas, la faute à des pépins physiques bien trop nombreux. La dernière fois que Kawhi s'est fait éliminer en étant sur le parquet avec les Clippers, c'était en 2020, dans la bulle. Ça date quand même. Le roster a beau être hyper talentueux, il faut se rendre à l'évidence. Kawhi Leonard et Paul George sont devenus 2 joueurs injury prone, et construire une équipe ambitieuse autour d'eux, c'est comme lancer une pièce en l'air, c'est hasardeux. Et malheureusement, cette pièce, elle a une fâcheuse tendance à retomber toujours du même côté ces dernières années, le mauvais, et évidemment une certaine lassitude commence à fleurir du côté de la franchise de Steve Ballmer. Pour le moment, les gros moves réalisés lors de l'été 2019 s'apparentent fort à un échec cuisant. Là, le discours de Lawrence Frank la semaine dernière était clair. Maintenant, il est grand temps pour tout le monde dans l'organisation de se regarder dans le miroir pour prendre les bonnes décisions. Alors est-il temps de tout péter et de transférer les cadres pour des joueurs moins injury prone et repartir sur des bases plus solides? C'est bien la question que je me pose, et pour y répondre, j'aimerais analyser certaines situations de manière individuelle, à commencer par celle de
Kawhi Leonard. Et lui, sa santé, c'est quand même un mystère, même si ça fait des années qu'il faut le dire, il n'est pas du tout verni. Le mec enchaîne les blessures, souvent graves, et le pire c'est que bien souvent il met très longtemps à s'en remettre. À 32 ans, c'est quand même inquiétant toutes ces incertitudes sur son corps. Là, nous avons appris à la fin de la série face aux Suns qu'il soufflait encore une fois d'une blessure sérieuse, une déchirure du ménisque, sur une articulation qui déjà a été plusieurs fois touchée dans sa carrière. Comme on le disait, c'est super frustrant, car en bonne santé en playoff, le Claw est un monstre et il l'a encore prouvé cette année. 38-5-5 et la win lors du match 1, 31-8-7 lors de la rencontre suivante, on avait l'impression de retrouver ce gars qui en 2019 avait mené les Raptors jusqu'au titre, mais encore une fois, ça n'a pas duré. Son ligament croisé touché 2 ans plus tôt a beau être resté intact, et c'est tant mieux, son ménisque, lui, n'a pas tenu, et cette déchirure est arrivée au pire moment. De plus, même si le front office des Clippers est confiant sur le fait qu'il sera prêt et en tenue dès la reprise de la saison prochaine, moi perso, connaissant l'énergumène, je ne préfère pas trop m'avancer. Non seulement, comme souvent, il pourrait prendre plus de temps que quiconque pour guérir, mais en plus de ça, je m'attends à ce qu'il soit énormément load managé. Bien sûr que quand il est en bonne santé, il peut être l'un des meilleurs joueurs de la planète, mais le reverra-t-on un jour en bonne santé, suffisamment longtemps et suffisamment au bon moment pour avoir un impact réel du côté de Los Angeles? Sans vouloir faire l'oiseau de mauvais augure, je dois avouer que j'ai quelques doutes. On verra ce que donne l'opération qu'il va subir dans les prochaines semaines, mais encore une fois, il faudra s'attendre à ce que son clan nous en dise le moins possible sur son état de santé. Et ça aussi, c'est frustrant, ce manque de communication et de transparence constant autour du joueur. Et puis pour rajouter encore des éléments dans le bourbier, il faut ajouter que la sœur de Kawhi, là, il y a quelques semaines, vient de prendre perpète pour meurtre. On comprend évidemment que le Claw puisse être mal dans sa tête actuellement. Mais ça ajoute des questions. L'enchaînement des blessures et ses soucis familiaux lui permettent-ils d'avoir encore vraiment l'esprit au basket à 100%? Je pense que oui, mais j'ai quelques doutes. Là, par exemple, on a appris qu'il était complètement dévasté de ne pas avoir pu prendre pleinement part à ses playoffs, et on peut le comprendre. Bah ouais, il y croyait fort le Kawhi, et vu le niveau qu'il a affiché sur les matchs 1 et 2 face aux Suns, on peut imaginer qu'il avait réellement envie de continuer, il n'en a juste pas été capable physiquement. Là, même si j'y crois peu, on en est à un point où certains analystes, Stephen A. Smith le premier, disent qu'il n'a plus qu'à prendre sa retraite dans cette situation, ce qui serait complètement fou et dramatique vu son niveau de jeu. Bref, on n'en est pas là, on en est loin même, par contre ce qui est certain, c'est qu'à la fin de la saison prochaine, lors de l'été 2024, le joueur pourra décider d'activer ou pas sa player option. Perso, je comprendrais qu'après tant d'années à galérer pour se rééduquer, pour au final toujours le même résultat, une blessure, il en est sa claque, et sa franchise aussi. Est-il une option viable à long terme donc pour les Clippers? Pas sûr, et le transférer avant qu'il ne soit trop tard est donc une piste à potentiellement envisager. Ça, on essaiera d'y répondre tout à l'heure, mais d'abord, évoquons Paul George, dont la situation est un petit peu différente, mais pas beaucoup moins glorieuse. Depuis son arrivée aux Clippers, lui aussi enchaîne les blessures, et sous ce maillot, et c'était cette saison, il n'a jamais pu faire une campagne à plus de 56 matchs disputés, c'est très peu. PG, il a 33 ans, et fin mars, il s'est fait une entorse au genou, qu'il a privé de play-off encore une fois. Même si dans son discours, il reste très optimiste, jurant qu'il est frustré et qu'il taffe, mais qu'il est persuadé qu'il lui reste encore quelques bonnes années devant lui, le concernant aussi, nous pouvons avoir des doutes quant à son apport sur le long terme. Après, c'est pareil, ne remettez pas en question ce que je dis, quand il est sur le terrain, il n'y a pas de doute, il est un super joueur de basket. Le mec est ultra polyvalent, il défend bien, il est un scoreur très gifté, et il a montré ces dernières années qu'il pouvait s'adapter à beaucoup de choses. Qu'il soit option 1 en l'absence de Kawhi ou option 2 en sa présence, ça lui ira, il scorera toujours ses 23-24 points de moyenne par match. Les années passent et il reste ce gars capable de porter son équipe sur ses épaules par séquence, et grâce à sa qualité de création, il a montré cette saison qu'il pouvait même occuper le rôle de meneur pour dépanner. Ajoutons à ça, comme pour Kawhi, qu'il est un super défenseur, et non, il n'y a pas grand chose de négatif à dire le concernant. Son seul problème, à lui, comme à Kawhi encore une fois, c'est sa santé, sa durabilité. Et puis au niveau de la durée de son contrat, c'est la même. Décidément, c'est pas un hasard, les Clippers ont tout fait pour associer au maximum ces deux gars. George aura une player option à la fin de la saison prochaine, et lui aussi pourrait décider de dire bye bye aux Clippers lors de l'été 2024. N'est-ce donc pas le bon moment de le transférer, histoire de récupérer le plus d'assets possible en échange avant qu'il ne soit cramé? À ce stade-là de l'analyse, je ne sais pas, mais je comprends que la question puisse se poser largement là encore. Bien sûr qu'envoyer ailleurs l'un, l'autre ou les deux obligerait les dirigeants à constater leur échec, mais ne vaut-il pas mieux assumer avant qu'il ne soit trop tard? Ah, vraiment, elle est compliquée cette situation en Californie, surtout qu'à l'équation vient s'ajouter Russell Westbrook. Récupéré sur le marché des buyouts à la suite de la trade deadline, le meneur a semble-t-il convaincu lors de son passage sous le maillot des Clips. Même si en saison comme en playoff il a connu des hauts et des bas avec son adresse, on pourra tout de même applaudir l'énergie qu'il a su donner pour porter les siens en l'absence des deux leaders. Revoir un Russ capable de mettre 30 points ou plus lors d'un match de playoff et de le faire 2 fois de suite, c'était vraiment kiffant, un vrai plaisir et un vrai côté revival pour lui, j'imagine. Après oui, bien sûr, on pourra toujours lui reprocher d'avoir envoyé quelques briques ou d'avoir pris des mauvaises décisions, d'avoir perdu des ballons importants, mais moi ce sera pas mon cas, je trouve que globalement il a fait le job. Même s'il fut bien aidé par Norman Powell, celui qui a porté les Clips dans la série face aux Suns, c'est bien le marsupilami, et qu'on l'aime
ou qu'on ne l'aime pas, ça on est bien obligé de le reconnaître. Comme l'a dit KD après la série, il faut rendre à César ce qui appartient à César, et même si actuellement Westbrook est la tête de turc de nombreux fans, lorsqu'il prendra sa retraite, nous n'aurons pas le choix que d'avouer que le meneur, avec ses qualités et ses défauts, non seulement débordé de talent, mais a aussi marqué la NBA à sa façon. Chris Paul en a même rajouté une couche en disant que ceux qui critiquaient Russ n'y connaissaient rien au basket. Il est un compétiteur hors pair, comme il s'en fait peu dans le monde du sport. Chez les Clippers, Tyronn Lue lui a non seulement permis, mais aussi demandé d'être lui-même, de jouer librement, avec ses qualités et ses défauts, et sans pression. Résultat, il a pondu un premier tour de playoff à près de 24 points, 8 rebonds et 8 passes. Sa meilleure campagne depuis 2018, c'est intéressant. Le mec n'a jamais rien lâché lors d'aucun match de ses playoffs, et du côté des Clippers, la tendance est claire, on veut le conserver. Malheureusement, encore une fois, un obstacle, et pas des moindres, se présente devant eux. Aujourd'hui, Russ a 34 ans, et de par son acquisition via un buyout, les Clippers ne le payaient qu'au salaire minimum, le reste étant financé par le Jazz, qu'il avait acquis à la deadline. Sauf que là, avec son contrat qui vient de se terminer, combien voudra-t-il toucher? S'il demande plus de 40 millions, comme c'était le cas ces dernières années, les Clippers ne pourront absolument pas s'aligner. Et puis ont-ils vraiment envie de surpayer un joueur de 34 ans qui, malgré tout, conserve un niveau incertain? Pas sûr. Russell Westbrook, c'est un petit peu comme Kawhi Leonard et Paul George. Il n'est pas un bon plan sur le long terme. Peut-être à court terme, mais pas plus longtemps, et il faut réfléchir en ce sens. La chance que peuvent avoir les Clippers, cependant, c'est que je ne suis pas sûr que Russ reçoive beaucoup de grosses offres cet été, même si les Bulls et les Wizards seraient intéressés. Puis vu qu'il se sent bien à LA et qu'il semble être très reconnaissant envers la franchise de lui avoir redonné une vraie chance, pourquoi ne pas l'imaginer faire un gros sacrifice financier pour rester? Ce serait la seule façon, à mon avis, pour qu'il prolonge. Et allez, je vais même aller encore plus loin dans mon optimisme. Vu que depuis OKC, Paul George et Russell Westbrook sont des amis proches, cette piste de sacrifice financier pour rester à LA, j'y crois. Il faudra juste, du côté des Clippers, je pense, imaginer un deal à court terme, voire à très court terme, sans trop craquer son slip au niveau du nombre de dollars engagés. No way! En tout cas, ce qu'on a vu jusque-là, c'est que concernant ces trois joueurs majeurs, des incertitudes, il y en a, aussi bien pour le long terme, avec leur âge, que sur le court terme, au vu de leur situation salariale ou de leurs blessures. Mais autour de ce trio chez les Clippers, ça dit quoi? Parce que mine de rien, sur le papier, encore une fois, dans l'effectif, on a pas mal de jolis noms quand même. Eh bien oui, des jolis noms, mais perso, mon sentiment, c'est qu'il y en a presque trop. Terrence Mann, Nico Batum, Ivica Zubac, Marcus Morris, Norman Powell, Robert Covington, Mason Plumlee, Eric Gordon ou encore Bones Hyland sont presque tous des joueurs qui peuvent prétendre à une place de titulaire quelque part dans la ligue, ou au moins revendiquer de grosses minutes. Quand on regarde le roster, c'est assez flagrant, notamment au niveau des arrières et des ailiers. Il y a des embouteillages dans tous les sens. Ces Clippers ont-ils vraiment besoin de payer autant de joueurs, avec pas mal de profils similaires en plus? Alors au premier abord, on pourrait avoir envie de dire que oui, vu toutes les blessures que connaît l'équipe ces dernières années. Ça peut avoir son importance d'avoir une grosse profondeur de banc. Sauf que tout ça, c'est bien beau, c'est sur le papier, mais dans l'alchimie, j'ai l'impression que ça crée quand même un souci de hiérarchie qui n'est pas négligeable. Pour moi, un role-player n'est jamais aussi bon que quand son rôle est vraiment défini, qu'il le connaît parfaitement, quand il est stable avec le temps, qu'il ne change pas du tout au tout tous les 4 matins, et quand ses minutes sont acquises. Avec une telle profondeur de banc à LA, est-il possible de faire ça? Eh bien non, pas vraiment, même si en contrepartie, ça donne l'occasion à Tyronn Lue d'avoir des solutions pour s'ajuster. Mais prenons un Nicolas Batum par exemple, un jour il va être titulaire, et le match d'après il va jouer seulement 5 minutes. C'est dur de trouver le rythme dans ces conditions, et le souci c'est que c'est un petit peu ça avec tous les joueurs du banc. Maintenant, est-ce que j'en veux à Tyronn Lue pour ça? Non, pas du tout, il a tout plein de solutions, c'est logique qu'il les expérimente, et vu la qualité de ses role-players, il doit les tester, les faire jouer, et leur donner leur chance. Cependant, même si je pense qu'avoir une certaine profondeur c'est bien, ça ne fonctionne pas si parmi tes role-players tu n'as pas une véritable hiérarchie, chose qui jusque-là me paraît un peu floue à LA. Ça pour moi ça peut quand même être handicapant, car sans cette constance, cette régularité de tes role-players, tu ne sais jamais vraiment à quoi t'attendre de la part de ton banc. Bien sûr que vu la profondeur qu'il y a chez les Clippers, ça fonctionnera plus ou moins toujours, surtout si on fait le comparatif face aux Suns, au premier tour des playoffs, qui eux justement ont des soucis au niveau de leur backup. Ceci dit, un jour, comme au match 4, les subs pourront marquer seulement 26 points, ce qui est peu vu la qualité des joueurs, et le match suivant, au match 5, ils pourront en mettre 58. La différence est phénoménale. Marcus Morris peut passer du statut de DNP à un match à celui de starter lors du match suivant. Nico Batum peut scorer 19 points lors d'une rencontre, et 0 à celle d'après parce qu'il ne jouera que 5 minutes. Bones Hyland, c'est pareil, et c'est un petit peu la même chose pour tous les joueurs de rotation des Clippers. Là-dessus, je le répète, loin de moi l'idée de jeter la pierre aux joueurs, ou aux coachs même. Je pense surtout que cet effectif est bien trop rempli de joueurs qualitatifs, et que ça complique finalement les choses. Sérieusement, je pense que je préférerais avoir juste 3 à 4, voire 5 mecs max, aux profils différents, aux profils complémentaires, qui connaissent parfaitement leur rôle, sur lesquels tu sais que tu pourras compter tous les soirs parce qu'ils seront dans le rythme, plutôt que cette situation pleine d'embouteillage.
À mon avis, là, des choix devront être faits, d'autant plus vu comment l'équipe explose la luxury tax. Ce serait pas impossible que certaines pièces soient sacrifiées, mais c'est le jeu. Sauf qu'avant d'étudier ce que ça peut donner, le roster de l'an prochain, j'aimerais qu'on analyse un petit peu le potentiel que pourrait donner cet effectif actuel, s'il restait tel quel plus ou moins. Mais avant ça, vous connaissez, j'ai la question traditionnelle à vous poser. Êtes-vous bien abonné à cette chaîne YouTube? L'an dernier, vous vous rappelez, j'étais trop fier, on a atteint les 50 000 abonnés. Mais maintenant, je me dis, il faut rêver plus haut, plus grand, et atteindre les 100 000 abonnés, ce serait un vrai accomplissement. Et le pire, c'est que je me dis qu'il y a peut-être moyen. Quand je vois quasiment que 1 sur 2 d'entre vous regarde sans follow, imaginez si tout le monde s'y mettait, la dinguerie que ça pourrait être. Alors si vous aimez mon contenu, let's go, on met le pouce vers le haut, déjà, ça apporte énormément de force, on le fait maintenant, là, allez-y, mais surtout, on va cliquer sur ce fameux bouton rouge. Mais bref, même si ça c'est important, revenons au potentiel de cette équipe des Clippers. Et là, il faut se rendre compte quand même que si tout le monde est en forme, ce qui n'arrive que très rarement, malheureusement, ça reste très lourd. Ok, Paul George, Kawhi Leonard et Russell Westbrook ont la trentaine bien passée, mais l'effectif est cool quand même. Ivica Zubac a bien progressé, aujourd'hui il a une doublure avec Mason Plumlee, on a des vétérans à tous les postes, mais aussi de la jeunesse avec Bones Island, BJ Boston et Terrence Mann, des guerriers, des hommes de devoir et un super dynamiteur en la personne de Norman Powell, avec son scoring de ouf. Bon, je n'irai pas peut-être non plus jusqu'à dire que c'est l'effectif le plus parfait de la ligue. Il y a des petites failles, par exemple au poste 1 ou au poste 5, ou alors l'excès de profondeur dont je parlais, mais ça on ne va pas le cacher, c'est un problème de riche. En vrai, à moins d'être super sévère ou super pointilleux, il faut s'en rendre compte, cet effectif est très intéressant, il est super équilibré. Puis dites-vous qu'en 4 ans, Paul George et Kawhi Leonard n'ont joué que 142 matchs ensemble sur 308 possibles, soit à peine 46% de ce qui aurait pu être fait. En parallèle, lorsqu'ils évoluent tous les deux, ils ont un bilan de 96 victoires pour seulement 46 défaites, soit un record de 68% qui leur permettrait tout à fait de rivaliser avec les top teams de la ligue. Cette saison, avec un bilan de 68%, c'est simple, tu terminais carrément premier de la conférence Ouest. Rien que ça montre le potentiel de cette équipe, non? Du côté du front office, on est bien conscient de tout ça, et le discours semble clair, limpide, on veut encore garder ce duo ensemble. Et je pense que c'est une bonne idée, pour l'instant en tout cas. Ajoutons-leur un Westbrook en 3ème roue et des role-players bien choisis, et oui, encore une fois, cette équipe, l'an prochain, je pense, peut nourrir de vraies ambitions. Enfin, à condition qu'elle reste en bonne santé, encore. Parce que oui, si j'aborde maintenant les manques qu'il y a dans cette équipe des Clippers, finalement, c'est peut-être pas au niveau des joueurs qu'ils sont, c'est peut-être plus au niveau des médecins et des kinés. Même si ok, Paul George et Kawhi Leonard ne sont pas les deux stars les plus compatibles du monde, ces deux mecs ensemble ont déjà montré qu'ils pouvaient faire du dégât. La seule clé, c'est de rester en bonne santé, d'éviter les pépins physiques. Quand tu as deux two-way players de ce niveau-là, déjà normalement tu deviens un contender très sérieux, à condition qu'ils puissent jouer, sinon ça sert à rien. Pour moi, il n'y a qu'un vrai manque chez ces Clips, il se situe là. Je sais que c'est une évidence, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je vais pas inventer des trucs qui n'existent pas. Bien sûr, ils le savent, ils doivent faire avec deux excellents joueurs, mais très fragiles niveau santé. Mais il faut avouer que c'est quand même les rois des poissards aussi à côté de ça. Les années ont beau passer, on dirait que les fans de cette franchise n'ont absolument pas droit au bonheur, c'est fou. Après, j'en ai déjà parlé plus ou moins, on pourrait encore changer quelques détails pour améliorer le roster. Peut-être qu'on pourrait apprécier un pivot plus mobile et plus protecteur de cercle que Zubac, même si j'apprécie les progrès qu'il a fait. Peut-être qu'il faudrait un meneur plus shooter que Russell Westbrook, un bon backup, et sur le banc faire un petit peu de tri, afin d'établir une vraie hiérarchie, comme j'expliquais plus tôt. On pourrait désirer un peu plus de leadership aussi, avec des vétérans, pour compenser le côté extrêmement taiseux de Kawhi, pourquoi pas? Oui, avec ça, l'équipe pourrait progresser. Néanmoins, pour moi, ça reste des détails qui permettent d'affiner seulement, parce que la base est vraiment là. Le seul truc dont les Clips seraient vraiment là, c'est juste un coup de pouce du destin, un peu de chance, et enfin une bonne étoile qui voudrait bien sauvegarder le roster des pires blessures. Mais ça, malheureusement, ça ne se contrôle pas, et encore moins avec des joueurs comme Kawhi et Paul George. Alors sachant tout ça, maintenant mettons les mains dans le cambouis. Qu'est-ce que je ferais, moi, si j'étais dans les pompes de Lawrence Frank? Eh bien déjà, avant de tirer des plans sur la comète, il faut se rendre compte à quel point la situation financière de la franchise est compliquée. Ok, à la tête de tout ça, on a Steve Ballmer, le multimilliardaire, jamais avare quand il s'agit de mettre la main à la poche, quitte à payer la luxury tax lourdement afin de capitaliser au maximum sur la fenêtre que les Clippers ont entrouverte depuis l'avenue de leur duo de stars. Mais est-ce que ça peut suffire? Pas certain. Cette année, la franchise possède la masse salariale la plus importante de toute la ligue et doit payer chaque saison à la NBA plus de 180 millions de dollars de taxes. Mais c'est énorme! Je sais. Du coup, cet été, il va falloir être créatif, car le nouvel accord signé entre la Ligue, les joueurs et les proprios leur laissera beaucoup moins de marge de manœuvre et sera beaucoup plus punitif. Les pénalités, quand on dépassera la taxe, deviendront bien plus violentes et ne seront pas que financières. Et ça, évidemment, ça ne va pas du tout dans le sens des Clippers. Parce que oui, il faut se rendre compte d'une chose, les trois free agents majeurs de l'équipe, c'est-à-dire Russell Westbrook, Mason Plumlee et Eric Gordon, potentiellement sont des joueurs sur lesquels Tyronn Lue compte, selon les dernières rumeurs. Si le but c'est vraiment de les prolonger tous les trois, la situation salariale de la team pourrait devenir alors dramatique.
quel bourbier! Lawrence Frank va avoir beaucoup de boulot, et du boulot pas simple en plus. Du coup, moi, la première chose que je ferais, c'est de prendre mon temps, pour prendre un petit peu de recul, et de laisser volontairement traîner les potentielles extensions des contrats de Kawhi Leonard et Paul George. Même s'ils sont candidats, ils peuvent attendre, rien n'est pressé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les garder, mais je pense que les concernant, il ne faut pas trop précipiter les choses. À mon sens, il est trop tôt pour tout exploser, mais ce serait bien trop risqué de se lier à eux pendant encore 4 ou 5 ans, trop vite, vu le peu de certitudes qu'ils présentent pour l'avenir, et même le présent. Après, peut-être qu'ils vont être contrariés de ne pas être prolongés dès cet été, mais c'est comme ça, c'est le business, il faut l'accepter, ce sont de grands garçons, ils doivent comprendre. Et puis si ça boude trop, tant pis, c'est le jeu, c'est un risque à prendre, et rien n'empêchera d'essayer de chercher un transfert au cours de la saison prochaine. Pour moi, la fenêtre de titre, si tout le monde reste en bonne santé, elle est maintenant, pas dans 3 ans ou dans 4 ans, un moment où il faudra probablement reconstruire. Je pense donc que dans l'immédiat, ce serait une grosse erreur de vouloir trop planifier un avenir qui aujourd'hui est complètement incertain chez les Clippers. Du coup, moi je vais me concentrer sur le présent, et pour aller plus loin, je n'exercerai pas la team option dont je bénéficie sur le contrat d'Eric Gordon. Je trouve que l'arrière de 34 ans a montré de grosses limites en playoff, et même si Ballmer a les poches trouées, ça pourrait quand même faire du bien d'économiser 20 millions. Bon, ça ne permettra toujours pas aux Clips de descendre sous la luxury tax, mais grosso modo, ça pourrait leur offrir le droit de re-signer Mason Plumlee sans dépenser d'argent supplémentaire. Parce que oui, il faut se rendre compte d'une chose, dans cette situation, les Clippers, exception faite sur leurs propres joueurs, ne pourront signer que des contrats minimum, c'est très limitant. Du coup, il faut faire avec ce qu'on a, donc ensuite, je ferai tout mon possible pour convaincre Russell Westbrook de re-signer pour un contrat abordable, pas trop cher. Je suis persuadé qu'il est prêt à faire des sacrifices pour rester, il s'agira juste de bien négocier, de bien doser. Le meneur, malgré ses failles, est une boule d'énergie au poste 1, et sur le marché au même prix, la franchise ne trouvera pas mieux. Ajoutons à ça qu'il peut rendre d'immenses services en saison et en play-off, et quoi qu'on en dise, il donnera tout pour gagner un titre, et il restera un atout important. Par contre, pas vraiment le choix, si je veux m'assurer de le re-signer, et essayer d'être un petit peu confortable, il y a des joueurs sur lesquels je ferai des croix. Je serai Lawrence Frank donc, je me débrouillerai pour dump certains salaires, comme ceux de Marcus Morris, Robert Covington, voire même Terrence Mann, en échange de quelques futurs second tours de draft, histoire de respirer un peu. Mine de rien, en ajoutant leur salaire à celui d'Eric Gordon, ça libérerait 62 millions. Avec ça, on repasserait sous la luxury tax, on obtiendrait le droit d'utiliser la mid-level exception, et avec ça, on se donnerait l'occasion de faire un bon recrutement. Intéressant. De plus, je l'ai déjà expliqué plus tôt, mais je le répète, parce que c'est aussi dans ce sens que j'ai voulu aller, en faisant ces choix, avec moins de role-players, j'obtiendrai peut-être une hiérarchie plus stable, et davantage de sérénité sur le banc de Tyronn Lue. Après tout ça, j'en suis conscient, c'est bien plus facile à dire qu'à faire, c'est juste des idées comme ça sur un papier, je ne suis pas du tout sûr qu'elles pourront marcher ou pourront se mettre en place, je ne connais pas la réalité du terrain, et ce qui se passe derrière le rideau. Là, je parle juste de mon idéal, qui est très personnel, et en plus de ça, sera différent de celui de quelqu'un d'autre. Je ne veux absolument pas donner des leçons, je donne juste mon avis. Et là, moi, à ce moment-là de l'intersaison, avec ma mid-level exception, ma priorité serait d'aller chercher un meneur backup, qui peut à la fois créer et shooter de loin. Avec une offre sur plusieurs années, et un contrat à 12-13 millions la saison, qui serait progressif en plus de ça, je me dis qu'on pourrait avoir quelques clients, et j'ai déjà certaines idées. Alors à quoi il ressemblerait mon effectif rêvé chez les Clippers l'an prochain? Eh bien, vous allez le voir, il resterait quand même très proche de celui de cette année. J'ai gardé les bases et j'ai essayé d'y faire quelques ajustements qui me semblaient intéressants et cohérents avec tout ce que j'expliquais plus tôt. Premier point, déjà, vous l'avez compris, pour moi, ce serait vraiment trop précipité de tout exploser maintenant. La franchise a encore au moins 1 an, voire 2, pour essayer de prendre cette décision. Si l'année à venir se révèle être encore un échec cuisant et que Paul George et Kawhi Leonard n'arrivent toujours pas à rester en bonne santé, là je dis pas, peut-être que ce sera le moment de tout exploser. Mais franchement pas avant, là pour moi sur le papier j'ai l'impression qu'on parle encore d'une équipe qui est capable de se battre pour un titre, donc pourquoi tout péter? Donc je garde la même ossature avec pour seule arrivée, en plus des re-signatures de Russell Westbrook et de Mason Plumlee, celle de Gabe Vincent pour la mid-level exception. Le meneur que je trouve très bon des deux côtés du terrain, notamment en play-off, ferait un x6 sur son salaire actuel, ça pourrait lui plaire, et pour moi en doublure de Russ, il pourrait apporter beaucoup. Et puis vu qu'il est né en Californie, qu'il a fait son lycée là-bas, sa fac également à Santa Barbara, je me dis que si les sirènes de Los Angeles l'appellent avec un salaire de 12 millions la saison, ce sera difficile pour lui de dire non. Et franchement là, avec les re-signatures que j'ai évoquées et sa venue, je pense qu'on arriverait à quelque chose qui me plaît bien, quelque chose d'équilibré à tous les postes, avec une vraie hiérarchie, je vous montre. Mon 5 serait composé de Russell Westbrook, Norman Powell, Paul George, Kawhi Leonard et Ivica Zubac. Bon, j'avoue, faut décaler Kawhi en 4, c'est assez small ball, et le Croate pourrait se retrouver un peu seul dans la peinture. Cependant, Leonard peut très bien défendre sur les ailiers forts adverses, tandis que derrière, on pourra toujours envoyer Batum ou Plumlee si on a besoin dans la raquette. Norman Powell aura l'occasion de confirmer sa bonne saison avec un spot de starter, tandis que sur le banc, sur les postes arrière, avec Gabe Vincent, LA aurait enfin un vrai meneur backup, tout en laissant la possibilité à Tyronn Lue d'utiliser Bones Island en dynamiteur. D'ailleurs, en parlant du coach, je le laisserai en place, tout simplement car pour moi, jusque-là, il a montré que malgré les aléas, il pouvait être l'homme de la situation, et en plus de ça, il connaît ses joueurs, qui lui font confiance. Pour moi, ce roster, il est clairement
évidemment moins profond que celui de cette année, mais il me semble mieux construit. L'idée principale, elle est pas compliquée à comprendre, c'était de faire des moves pour récupérer des sous afin de potentiellement recruter un meneur backup, un rôle qui pour moi faisait vraiment défaut cette saison. Là je me dis qu'au complet, cette team elle doit vraiment jouer les premiers rôles à l'ouest, et qu'en cas de pépin, il reste quand même du beau monde derrière. Franchement je me dis qu'en cas de pépin physique, si jamais il y a des blessures, on a des Gabe Vincent, des Nico Batum, des Mason Plumlee ou des Bones Island qui peuvent tous occuper un spot de titulaire pour dépanner, pas de problème. En revanche, ce qu'il faudra retenir dans ce discours, c'est les deux mots au complet, parce que ça fait déjà 4 ans que l'équipe doit jouer les premiers rôles. Jusque-là, seules les blessures, ou quasiment que ça, et notamment celle de Kawhi Leonard, vont empêcher l'effectif de toucher du doigt son objectif. Mais bon, comme l'a dit Franck Ribéry... Mais j'espère que la retourne va vite tourner pour lui et surtout pour nous. Alors laissons-lui une chance à cette retourne de tourner, et encore au moins une fois, encore une saison. Attendons calmement que Kawhi Leonard revienne de son opération au ménisque dans quelques mois. Pratiquez même le load management à l'excès en saison, peu importe, je m'en fous. Parce que je me dis que si enfin les dieux du basket voulaient bien être cléments avec les Clippers, malgré leur fragilité de leur cadre, au complet, ils pourraient faire d'énormes choses en play-off. Envoyer du très lourd si personne n'était à l'infirmerie. Faut juste croiser les doigts très fort pour que l'équipe puisse arriver en post-season, enfin, sans aucun pépin physique majeur. Et là, ça pourra envoyer. Pour moi, même si on ne peut rien garantir au vu de la fragilité de certains joueurs, il y a quand même de quoi toujours nourrir de réelles ambitions chez les Clippers. Voilà pourquoi, à mes yeux, ce serait une vraie connerie de trop précipiter une explosion de l'effectif. Voilà pour ce qui est des LA Clippers, voilà pour ce qui est de ce nouveau Coast to Coast. Ça vous a plu? Quel est votre avis à propos de cette franchise et de son futur à court, moyen et long terme? Voulez-vous, comme moi, prôner la continuité pendant au moins une saison, ou alors pensez-vous qu'il faut littéralement tout exploser dès cet été parce que vous n'y croyez plus? Les deux points de vue se défendent sans problème, j'ai l'impression, donc n'hésitez pas, donnez-moi vos meilleurs arguments dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces vers le haut et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour la mise en avant, le watch time et le référencement sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee. Je le répète à chaque fois mais c'est essentiel, je suis hyper reconnaissant envers vous, sans vous je n'en serais pas là aujourd'hui. Alors si vous aussi vous voulez rejoindre cette team en or, toutes les infos sont dans la description. A très vite.